Salut Marco. Merci. Bonjour. Merci de l'accueil. Ah, je t'en prie, c'est normal. On essaie d'être le plus simple et le plus sympa possible. Alors on est à Las Terrenas et j'ai plein de questions à te poser. La première c'est comment tu arrives ici en tant que Français, c'est quoi ton parcours pour avoir cette cave à cigares aujourd'hui? Bon, j'ai passé quelques années à Cuba où j'ai beaucoup appris sur le cigare. J'ai même travaillé un petit peu à la vente de cigares cubains dans certains clubs de cigares de France. Donc c'était un petit peu comme un travail, sans être un travail, parce que ne faut pas considérer ça comme un travail quand tu te fais plaisir à faire ce que tu fais. C'est pas un travail, quoi. On n'est pas... Donc je suis resté quand même pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années à Cuba. Je ne sais pas vraiment compter le nombre d'années exactement, où je devais sortir tous les mois et demi quand même, tu vois, parce que je n'avais pas une résidence à Cuba. C'était très compliqué. On pouvait avoir, mais c'était très compliqué. Donc je sortais tous les mois et demi de Cuba. Ça durait pendant plus de 10 ans. Et un jour, quand la CEITA s'est associée avec Altadis, les Français avec l'Espagne, ils ont formé Altadis. Et Altadis s'est associé avec Habanos SA. D'accord. Donc avec Habanos SA, des gens qui travaillaient un peu comme moi, qui travaillaient à racheter des cigares à Habanos SA, ils ne voulaient plus nous les vendre. Donc il n'y avait plus de quoi faire du travail, de travailler, entre guillemets. En fait, tu étais importateur, c'est ça à l'époque? Un Tu allais petit- à Cuba, tu ramenais les cigares. Voilà, exactement. D'accord. Tu avais une limite ou pas à l'époque? Il y avait une limite, tu avais un truc, et tu pouvais faire des importations personnelles en payant tes impôts, normalement. Mais tu pouvais le faire 2 ou 3 fois par an. Bon, il suffisait de déclarer tout, de payer, voilà. Et tu faisais plutôt. Mais c'était des petites quantités. Que des cigares qui coûtaient cher en fait. D'accord. Okay. Comme on était un peu de quantité, il fallait essayer de gagner un peu d'argent, tout en étant relax, parce que c'était pas des quantités non plus énormes, mais essayer de vendre les cigares les plus chers possibles. Parce qu'on me demandait des cigares qui coûtaient pas cher, je disais que je pouvais pas les avoir, mais c'était plus. C'est une rentabilité, quoi. Voilà, si tu pouvais ramener 15 à 20 boîtes, autant ramener 20 boîtes où tu gagnes de l'argent que 20 boîtes où tu gagnes pas beaucoup, parce que ça ne m'aurait pas permis de continuer à faire ce que je fais. Et c'était quoi les marques de l'époque, les mêmes qu'aujourd'hui? Non, à l'époque, les gens, ils étaient super fanatiques fait comme 25 ans, ou presque 25 ou 30 ans en arrière. Les gens étaient fanats de Cohiba. D'accord. Cohiba, Juliette, Monte Cristo A, c'était une chose extraordinaire. Les gens te ramenaient une boîte de Monte Cristo A, c'était... Et aujourd'hui, tu penses que ça s'est calmé aujourd'hui? Oui, ça s'est un petit peu calmé. Les gens, ils sont revenus. C'était des gros cigares, c'était pratiquement que des Churchill à cette époque-là. Les gens fumaient ce qu'ils disaient le barreau de chaise. Mais c'était pratiquement, les gens, c'était le Churchill. Donc, avec toutes les interdictions que tu as eues en Europe, forcément, les gens, ils sont venus à diminuer la dimension de cigare et ils ont même inventé le short. Il y a 30 ans, personne ne faisait un short. Ils l'ont inventé pour le temps de fumer quand les gens, où c'était dans les restaurants, où, au lieu d'avoir un Churchill, ben, ils n'avaient plus trop de temps, ils fumaient un short. Donc c'est sorti après. Je regarde bien, il y a 30 ans en arrière, dans aucune marque, tu avais un short. C'était hyper rare. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un short, dans 30 ans en arrière, d'avoir un short dans les cigares. C'est sorti après à cause de toutes les interdictions qu'il y a eu, le temps, l'interdiction de fumer à l'intérieur, tout ça. Voilà. D'accord. Après, on va te demander justement une présentation de l'ensemble des modèles, si tu le veux bien. Et alors, comment s'est passée la transition? Comment tu es passé de Cuba à la République dominicaine? Ben, quand j'ai pas pu avoir gagné un petit peu d'argent en faisant mes voyages à Cuba, France, je suis resté 1 an en France où j'avais repris mon métier de tailleur de pierre à la base, tailleur de pierre. Donc j'avais repris mon métier et puis forcément, quand tu as passé plus de 10 ans avec la vie que j'avais, la France, le travail régulier, les heures, tout ça, ça ne te plaît pas. Donc à Cuba, j'avais connu quelqu'un qui était ici, à Las Terrenas. Et voilà, au bout de à peu près 1 an que j'ai travaillé en France, j'ai dit je vais aller voir. Voilà, je suis venu 15 jours, je regardais, ça m'a beaucoup paru à Cuba, ressemblait à Cuba, tu vois, beaucoup d'ambiance un petit peu comme ça, les maisons. Les cigares immédiatement ou pas? Tu t'es dit on va faire du cigare ici Non, alors la première fois qu'on est arrivé ici, après je trouvais un copain, on est venu avec un copain, avec Philippe. Et si tu veux, on aimait bien les cigares tous les deux, donc, mais on était venu ici, on voulait faire plus de l'immobilier que d'autres choses. Donc on avait ouvert un petit à côté, là où il y a la fabrique, là, on avait fait une petite agence immobilière qui n'a pas du tout marché. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas du tout marché.
Et moi, comme j'avais besoin de gagner un peu d'argent, au fond, bon, avec Philippe aussi, bien sûr, on avait monté un petit truc de cigares, mais de vente. On avait cherché des cigares dominicains, on n'avait pas encore les Arturo Fuente, on n'avait que des marques qui étaient des marques connues par là, mais des cigares qui étaient bons, hein, qui étaient comme les Don Luca qui avaient gagné un prix aux États-Unis. On vendait ça, quoi. Que du dominicain. Que du dominicain. Et donc on avait fait une petite cave au fond là-bas du magasin. Et puis les gens, petit à petit, te disaient, ouais, mais comment on fait les cigares, Et là, dit, ben, pour faire travailler le commerce, je dis, je vais chercher une personne qui vienne et qui montre comment on fait les cigares. Et ça, c'est pareil, c'est un Français qui vit à Santiago qui m'a conseillé, Sylvain, et qui m'a un petit peu conseillé pour les cigares. Et on a fait les cigares, en les faisant, on les vendait, et les gens ils disaient, ils sont bons ces cigares, ils revenaient, ils en rachetaient. Et là, du premier cigare, on est passé à un cigare qui était très léger, on a fait un cigare moyen, après on a fait un cigare fort, pour avoir la gamme, léger, moyen et fort, pour que ça corresponde toujours aux personnes. Et après on a fait notre mélange, Liga 2, qui est pas mal. Est-ce que tu connais à peu près ta production de cigares annuelle? Non, pas du tout. Et... Pas du tout, je sais pas, je ne veux pas dire ce que je produis, mais je ne sais rien, j'ai jamais compté, donc c'est ça quoi le truc, je ne considère pas ça comme un travail, je suis bien, je reçois des gens comme toi, mais aujourd'hui c'est super sympa, c'est super agréable, tu rencontres des gens comme les jeunes qui étaient là tout à l'heure, ils ont tout le temps le sourire, ils sont tout le temps contents, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu travailles, tu gagnes un peu d'argent, et c'est largement suffisant. Après, si c'est pour faire des comptes, je cherche une rentabilité. Si tu commences à travailler là-dedans, tu perds un petit peu le cachet de... Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'explique toujours à la communauté, voilà, on peut faire du business, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, le business, on doit s'axer uniquement sur la rentabilité. Non, on peut faire du business avec une passion, on peut faire de bien vivre, etc. et aimer ce que l'on fait et pas avoir l'impression, comme tu l'as dit, de réellement travailler, quoi. Ouais, et puis... Tu vois, ton affaire va très bien, etc. Et voilà, quand tu fais ce que tu aimes, tu n'es pas non plus obligé d'avoir une attitude de le comptable, quoi. Tu vois, on veut savoir ceci, cela. Après, tu tombes dans une mécanique où c'est la rentabilité avant tout, tu vois. Et ça perd aussi, comme tu dis, de son charme, quoi. Ouais, ça perd toute l'envie, tout le plaisir que tu as à le faire. Compter, c'est pas un truc. Ce que je sais, c'est que quand je reçois mes factures, je paye. Quand je reçois mes impôts, il y a 18% d'impôts, ça s'appelle le TBI. Tu payes tes impôts, tu payes tout ce que tu dois, et puis il reste de l'argent, je fais la fête, je m'achète ce que j'ai envie, je vis un peu comme ça. C'est un peu une vie, c'est pas calculé du tout. Et ça dure comme ça depuis à peu près 16 ans. Donc, ça fait 16 ans que tu es ici. Ouais, quelque chose de près, ouais, 16 ans. Donc ça dure comme ça depuis 16 ans. C'est vrai que pas mal de copains ou des gens qui étaient dans le business me disent, mais tu devrais faire attention à ça, faire attention à calculer tout ce que tu... Oui, mais tu n'es plus dans la même... le même plaisir. Il faut respecter la psychologie de chacun. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de piloter parfaitement leur business, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit sur les fichiers Excel, on doit savoir au centime près. Ça se respecte. Et il y a d'autres personnes qui sont plus dans le côté créatif, comme là, on sent que tu es quelqu'un qui est un cerveau droit, c'est-à-dire un créatif, où toi, si on te met justement toute cette mécanique en place, ça va plus te faire kiffer, tu vas plus t'amuser, tu vas prendre moins de plaisir. Mais tu auras moins de plaisir à penser à n'importe quoi. Tu vas penser seulement à ton business et un peu rentrer dans le système. Que je ne suis pas contre le système il est comme il est, je ne suis pas contre du tout, mais ce qui se passe, c'est que tu commences à compter tout. Tu vas arriver chez toi, tu n'es plus déconnecté, tu vas décider, alors aujourd'hui je fais ça, mais il me manque ça, et tu rentres, tu n'es pas un système de tranquillité, quoi. Je pense que tu perds toute la tranquillité du plaisir, parce que si je suis tranquille, j'ai du plaisir, si j'ai du plaisir, quelqu'un y rentre, je ne suis pas préoccupé par l'argent, ou par des sommes, ou par des numéros, pas du tout. Je suis là, je suis bien, les gens ils sont contents, moi je suis content, et tout le monde va bien, et puis la majorité des gens qui rentrent dans le magasin, ils sentent une atmosphère où on me dit souvent c'est sympa, quoi. Tu fidélises ta clientèle à coup sûr, je pense. Oui, j'ai des gens qui reviennent parce qu'ils se sentent bien, et puis j'ai des gens, puis c'est vu, à côté des cigares, j'ai quelques objets d'art, j'ai quelques peintures, j'ai quelques petits trucs d'artisanat un peu sympathiques, donc les gens reviennent parce qu'ils savent que je suis en recherche tout le temps de choses un petit peu particulières. Donc ils reviennent, même s'ils ne m'achètent pas des cigares, ils parlent 5 minutes, ils regardent les tableaux, ils me demandent les noms des peintres, les noms de ci,
et on part, c'est un moment de sympathie. Et Alors, c'est ça qui est bien 16 ici ans à dans ce Las magasin. Terrenas, 16 ans là. Tu as de la concurrence ici en cigare? Oui, 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 oui. Ben, en face, déjà. D'accord. Il y a quelqu'un qui est en face, mais bon, lui, il ne fabrique pas, il revend des cigares qu'il achète, il a une marque à lui aussi qui fait. Et moi, je fabrique, et puis bon, ça va, c'est complémentaire, quoi. Puis on n'a pas à avoir d'exclusivité. Et après, tu as 2 ou 3 personnes qui vendent un petit peu en parallèle, qui trouvent des cigares et qui le vendent à leurs copains quand ils se font copains au bar, par exemple en face à la boulangerie française ou dans d'autres bars. Ils se font copains, ils essaient de vendre des cigares. Mais heureusement pour moi, heureusement, je dis ça, mais souvent c'est des cigares qui sont, on va pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est souvent du bas de gamme en Une fait. seconde zone ou... Non, c'est des cigares pas chers. Parce qu'en fait, les gens qui font ça, ils essaient d'avoir des cigares pas chers pour gagner de l'argent. Tu achètes un cigare pas cher, tu le revends presque à un prix normal et tu gagnes de l'argent. Mais... Et toi, tu me disais que la personne... comment ça s'appelle, la personne qui roule le cigare Alors, ici en République dominicaine, on dit un tabaquero. Un Et à tabaquero. Cuba, par exemple, on dit un torcedor. D'accord. Ça fait 8 ans qu'il est avec toi, c'est ça? Voilà, 8 ans, lui, qui est Et avec donc, moi. tu utilises toujours les mêmes feuilles de tabac pour avoir toujours le même suivi? C'est exactement ça. C'est surtout la base quand tu travailles comme ça, ou si tu viens cette année, tu as un goût de cigare, il faut que j'ai le même si on revient l'an prochain ou dans 2 ans. Donc la base, c'est d'aller toujours acheter toi le tabac. Et il Enfin, est c'est la certain base. que Ça. quand tu rentres, que tu vois la personne préparer le cigare, que tu achètes le cigare, il y a une sorte de... Voilà, tu l'as vu se faire, ça a plus de charme. Ça aide souvent à la vente. Tu vends quoi d'ailleurs le plus? Les marques importées ou la fabrication Non, maison? la fabrication locale, parce qu'on a un très très bon rapport qualité-prix. Je ne vais pas dire que c'est le super cigare, parce que je suis bien conscient qu'il y a bien meilleur. Mais on a un rapport qualité-prix qui est pratiquement irréprochable. Et j'ai beaucoup de gens qui fument mes cigares qui se régalent, quoi. Qui se régalent, et puis un prix super correct, quoi. Tu regardes une marque, c'est toujours dans les 600-700 pesos. Moi, je vends en moyenne entre 180 et 200 pesos un cigare, en premium. Après, j'ai moins cher. Mais on a un super rapport qualité-prix. Et puis, tu arrives toujours à avoir un goût, comme je te dis, j'ai quand même 4 goûts différents en premium et un goût classique. Et est-ce que tu as réussi, par exemple, à imposer tes cigares dans les commerces de communautés françaises? Non, Non. non, non. J'ai essayé à un moment donné de déposer dans certains restaurants, tout ça, puis les gens, ils sont dans le restaurant, ils ne sont pas là pour vendre des cigares, donc il y a un moment donné où Et tu c'est peux pas vendre. là où ça consomme pas trop? Non, ça ne D'accord. consomme pas énormément, c'est très peu de ventes, alors il vaut mieux pas faire ça, quoi. D'accord, ok. Après, quand quelqu'un me demande de le mettre dans son resto, je fais l'effort parce que c'est comme ça, parce que ça me fait plaisir aussi. Je le mets dans le restaurant, mais en sachant très bien que je ne vais pas compter là-dessus pour... Ok, c'est pas avec ça que Parce tu que vas faire ton business. eux, ils sont dans leur travail, ils vont pas. Les cigares, il faut s'en occuper, il faut vérifier, il faut regarder l'humidité, il faut regarder la température, il faut regarder qu'ils ne s'abîment pas. Les gens, ils les touchent, ils les reposent dedans sans délicatesse, parce qu'il faut quand même. Le cigare, c'est une délicatesse, le cigare, c'est fragile quand même, quoi. Si tu donnes un coup comme ça, tu peux arriver à couper la cape, et le cigare, il faut le refaire. Alors en parlant de délicatesse, c'est un très bon rebond. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous expliques. J'ai pas mal de questions sur les cigares en eux-mêmes. Je pense quand même que j'ai des dizaines de questions. À la fois sur comment fumer le cigare, comment couper le cigare, comment reconnaître un bon cigare. Aussi pour toi, qu'est-ce que tu penses, Marco? Aujourd'hui, on va te dire voilà les 3 plus grandes marques. Tu me dis si je me trompe, mais Monte Cristo, Romeo et Julieta, Cohiba, c'est ça? Est-ce que tu crois que c'est surcoté? Est-ce que tu crois que c'est réellement venant d'un grand connaisseur? Oui, Cohiba, moi j'ai connu Cohiba il y a une trentaine d'années en arrière. Il y avait une qualité qui était vraiment extraordinaire, quoi. Ça a un peu perdu parce que là, tu m'as cité normalement des noms de cigares cubains.
Même si en République dominicaine, tu trouves du Monte Cristo dominicain et du Roméo Juliette dominicain, qui est fait par une très bonne tabacalère, qui est un très bon cigare. Alors pourquoi Mais ça n'aura a jamais été, un peu l'aura du cigare cubain. pourquoi ça a été délocalisé une partie de la production en République dominicaine? C'est pas délocalisé. Je pense que quand Castro a pris le pouvoir à Cuba, enfin, tous ces gens qui étaient propriétaires des marques sont partis. D'accord. Ils sont partis, ont vendu leur nom. Il y a, je pense, je ne sais pas du tout qui c'est. Je sais que c'est la Tabacalera Garcia, par exemple, qui fait ça, qui est la plus grande de République dominicaine, qui a racheté tous les noms cubains. D'accord. Donc ils ont le droit les Roméo Juliette et les Monte Cristo que tu as là, ou les HP Human, c'est fait en République dominicaine. Donc il faut faire très attention, c'est pas du tout les mêmes cigares, c'est pas le même goût. Parce que des connaisseurs disent que Cohiba, tu ouvres une boîte, il y a du déchet en fait, il y a des loupés, alors que dans les cigares du Nouveau Monde comme République dominicaine, Nicaragua, il paraît que la production est vraiment... il n'y a pas de déchets. Disons que les Cubains ont été très forts, je ne sais pas si c'est les Cubains ou si c'est les revendeurs, les importateurs français, qui ont réussi à faire accepter qu'une boîte cubaine, qui est faite normalement totalement à la main, que c'est fait à la main, même les Dominicains sont faits totalement à la main, la majorité, sinon c'est écrit derrière qu'on sait, quelqu'un qui sait. Et ils ont réussi à faire accepter que dans une boîte de 25 cigares, tu en avais peut-être 5, 6 qui ne tiraient pas, c'est-à-dire qui sont bouchés. C'est très fort ça, marketing. Les mecs, c'est des génies, les mecs ont réussi à faire accepter ça. Moi, j'ai des gens ici, ils m'ont fumé le cigare pendant 7 ou 8 ans, sans rien que se passe, un cigare, qui ne tirent pas, mais ils reviennent le lendemain presque à me dire, ouais, c'est quoi qui se passe dans ton truc, le cigare il ne tire pas, presque. Pas à m'agresser, parce qu'ils ne vont pas jusque-là, de toute façon je n'accepterai pas. Mais tu sais, tu sens quelque chose. Le mec, il a oublié que ça fait 10 ans qu'il fume mes cigares et qu'il n'a jamais eu de problème. Et le jour où il y a un problème, il vient. Et si c'est une boîte de cubains qui paye réellement une fortune, parce qu'un cigare cubain, on va dire un très bon cigare, on parle de 20 € le cigare en moyenne. Mais ils acceptent qu'il y en ait 5 ou 6 qui ne tirent pas. Mais si tu regardes bien, 2 fois 6, ça fait 120 € qu'ils ont perdu. Et moi, quand je vends un cigare en moyenne à 2,50 € ou 3 €, ils viennent et ils me disent, oh, le cigare, il te va. Je dis, ben, tranquille, viens, je prends notre cigare et je lui donne un cigare ou deux. Et puis je lui dis, tiens, fume ça, ça compense. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que les cigares cubains ont ce truc par rapport aux dominicains où tu es pratiquement sûr que tu prends les marques dominicaines, tu es sûr pratiquement à 99% que tous les cigares vont être bons, vont tirer. Que les Cubains. Mais j'espère que pour Cuba, ça s'arrange un peu. Ils sont en train de modifier le tir, essayer de récupérer que les gens soient satisfaits. Alors, il y a ce cigare, c'est ça que je cherchais. Tu m'as expliqué, ce cigare, il a une forme différente. Est-ce que tu peux il est pressé. Expliquer? En fait, il est travaillé un petit peu humide. Et ce qui se passe, c'est que comme il est un peu humide, ils ont un moule qui est rectangulaire. D'accord. Donc après l'avoir fabriqué, en rond, parce qu'on ne peut pas le faire, il est un peu humidifié, et donc il a une forme comme ça, un petit peu plate, tu vois, rectangulaire. Mais c'est assez compliqué, parce que si tu le laisses comme ça, en pressé, on appelle, en fait il lui donne une forme un petit peu rectangulaire. Si tu le laisses trop longtemps dehors et sans les bagues, en fait il a tendance avec l'humidité à reprendre la rondeur. D'accord. C'est pour ça que normalement, quand tu fabriques un cigare comme ça, pressé, ce qu'il faut, c'est le mettre de suite les bagues et de suite le coincer avec un plastique pour pas qu'il redevienne rond. C'est le travail qui est vraiment important. Les amis, je vous montre par exemple, vous voyez la bague, on voit sur le cigare, on en avait parlé il y a quelques jours ensemble, d'ailleurs tu m'as conseillé Arturo Fuente qui était très agréable à fumer. Je pense que tous les amateurs de cigares connaissent Arturo Fuente et s'ils n'ont pas fumé, ils devraient essayer parce que c'est vraiment un cigare extraordinaire. Et on voit le travail de la bague comme celui-ci, là il y a un petit peu de tissu aussi. Oui, ils le font aussi, Arturo Fuente sur certains cigares. Quel est l'intérêt du tissu? C'est juste pour la beauté du produit? En fait, ça protège le pied. D'accord. Tu avais Juan Clément qui avait fait ça, à l'époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, qui avait été le premier à mettre une bague en pied. D'accord. Et en fait, il mettait une petite bague avec Juan Clément marqué dessus. En fait, c'est pour protéger le bord du cigare. Parce qu'il se passe dans certaines boîtes, surtout quand tu n'as pas
quand tu n'as pas de plastique, parce que Juan Clement était un petit peu comme moi, il n'aimait pas mettre le plastique. Il aimait bien qu'on voit les cigares quand tu achètes, parce que quand tu achètes un cigare avec le plastique, en fait, le plastique te donne une brillance et tu ne vois pas si le cigare est bien fait ou pas. Des fois, tu as des surprises, quoi. Tu sors le cigare et la cape, elle n'est pas aussi belle que ce que tu vois. Donc, il avait fait une bague en pied comme ça, et puis les autres, ils se sont mis aussi. En fait, ça protège le bord. Parce que quand tu achètes un cigare, si tu as la cape qui est un peu abîmée sur le bord, tu as... T'as pas envie de l'acheter, t'as pas envie de l'acheter et ça te, tu sais, ça te fait une, c'est bizarre parce que c'est rien du tout. Une fois que tu l'as allumé, ça part de suite. Mais avant de le fumer, tu as cette appréhension ou ce truc qui vient et t'as pas le même plaisir. Tu vois, ton cigare il est abîmé, t'es pas content quoi. Je sais pas comment on peut arriver à exprimer ça. Belle leçon. Je l'arrangerai après parce que. Je parle souvent de nous avec l'import-export, on fait du branding, c'est-à-dire de la personnalisation de produits. Et là, on a un bel exemple au niveau des marques de cigares, hein, comment le tabac est mis en valeur pour un produit luxueux. Ce que tu vois, c'est exactement, c'est un produit luxueux. Si tu veux avoir comme Arturo Fuente ou plein de marques, même des marques moins connues, c'est un produit un peu luxe quand même. C'est un produit de plaisir, c'est un produit de luxe, c'est un peu comme des bons alcools ou des très bons vins. Il faut que c'est une présentation, la bague, le machin, il faut un petit look quand même de... entre guillemets luxe, mais bon, heureusement c'est accessible à tout le monde. Cette boîte, non c'était la boîte celle-ci, je me permets de prendre cette boîte, parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, on voit la boîte avec le cigare, on voit c'est travaillé, c'est magnifique. Alors là c'est quoi? On est sur du dominicain avec... Arturo Fuente, fleur fine, c'est un Corona. D'accord. C'est un très bon cigare, un peu corsé. Avec la feuille, tu peux m'expliquer le principe de la feuille sénégalaise, c'est ça au-dessus Non, Cameroun. Cameroun. Donc il y a des feuilles il y a du tabac au Cameroun, c'est ça? Oui, des feuilles Cameroun. Et alors il faut faire attention parce que parfois, tu as la vraie Cameroun, qui est une chose, c'est assez compliqué d'avoir de la très belle feuille, mais tu as la vraie Cameroun et après tu as la semence Cameroun qui est cultivée généralement en Équateur. D'accord, ok. Et ça passe souvent. On peut dire que j'ai une cape cubaine, par exemple. Les gens ils vont de suite penser, ils vont dire non, il achète le tabac cubain. Non, non. On appelle ça cape cubaine, mais c'est une semence qui est cultivée en Équateur, mais elle porte ce nom-là. D'accord. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont des petites fabriques et qui disent aux touristes non, nous on a du tabac cubain. C'est pas vrai du tout, quoi. C'est une semence qui est cultivée en République dominicaine ou au Nicaragua ou en Équateur, mais qui porte ce nom. Elle porte le nom de Seco cubain, Ligero cubain, ou ici on fait Havana 2000, H2000. Voilà. Et alors pour toi, en question de goût personnel, si tu avais un cigare à choisir ton préféré, ce serait quoi? Sans me parler des miens. T'as le droit, hein, si c'est les tiens. Non, j'ai pas cette prétention. On a un bon cigare, comme je te disais auparavant, on a un très bon cigare, on a un rapport qualité-prix, on a quelque chose de très, très abordable, de sympa à fumer, de très agréable. Par contre, si je dois fumer un cigare, que je dois en fumer un différent, je prendrais toujours certainement un Sangro Rosado, un Magnum R de Arturo Fuente. D'accord. Qui a un prix qui est abordable pour la qualité du cigare, franchement. D'ailleurs, je le conseille à beaucoup de gens et tous les gens, ils reviennent tous, ils me disent on s'est régalé avec le cigare. Cela, Rosado Sangro. D'accord. On appelle ça des Magnum R, et puis tu as différentes vitoles, c'est-à-dire tu as du 54, tu as du 56, 58, c'est le diamètre. Hein. Ils en font même du 60, mais le 60, je trouve qu'il est très cher pour ce que c'est, parce que le prix, ils l'ont pas multiplié par deux, mais presque. Donc. Ça fait un cigare très cher. Donc je reste toujours sur du 58, 56, 54. Je reste toujours en cela parce que ça correspond aux gens. Ça ne fait pas un trop gros cigare ni trop fin. C'est bien. Mais je conseille le 54 ou le 58. Eh bien, le 56 ou le 58, excusez-moi. Tu as répondu à quelques questions. Maintenant, j'en ai beaucoup d'autres. Si tu le veux bien, on va quitter les fauteuils. Et dans la seconde vidéo, on va s'axer sur le cigare en lui-même et puis aussi voir comment on fabrique le cigare chez toi et puis aussi tous les conseils que tu pourrais donner à notre communauté, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram quand ils me voient fumer un cigare, qui me disent fais une vidéo pour nous expliquer voilà quel cigare, comment, là. Je dis bah là
On est au bon endroit, ça tombe bien. On va essayer, on va essayer. Hein. Il faut savoir que chacun prend son plaisir comme il veut. Chacun, il n'y a pas disons que si on prend les bouquins, il y a une manière qui est définie, qui est un petit peu une majorité. Et puis, les gens, il faut qu'ils l'allument comme ils veulent, il faut qu'ils le fument comme ils veulent, il faut qu'ils se fassent plaisir. Il ne faut pas qu'ils prennent un truc, on doit faire comme ça, c'est pas du tout comme Voilà, ça. Chacun doit trouver comme il aime. C'était ma question tout à l'heure. Moi, j'aime fumer le cigare avec un verre de vin. Il y a des personnes qui vont dire il faut absolument un rhum ou un cognac ou quelque chose. Moi, ce sont des alcools que je ne supporte pas. Non, je ne suis pas habitué pour le moment. Le cigare, on est dans un moment de plaisir et de partage. Le plaisir et le partage. Donc, il faut chercher ton plaisir. Si toi, tu aimes le cigare et tu aimes boire du vin, pourquoi pas les mélanger? C'est sûr que ça va être des goûts peut-être qui ne correspondent pas l'un à l'autre, ou que le goût du vin va se modifier, le goût du cigare va se modifier avec le mélange des deux sur le palais. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, si tu aimes ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut chercher. Chacun, il ne faut pas chercher à écouter. On peut avoir quelques indications en écoutant ce qui se dit dans les livres, ou ce que disent certains professionnels ou certains gens qui pensent qu'ils sont de trucs, mais il faut que chacun se fasse plaisir. Si tu as du plaisir à boire un verre de vin avec ton cigare, c'est sûr que si tu bois un Coca-Cola, je vais te dire, c'est pas terrible. On va rester sur cette phrase, il faut que chacun se fasse plaisir. On rappelle que le tabac, voilà, vous savez ce que vous encourez, voilà, à fumer le tabac, mais il faut que ça reste un plaisir. C'est très important.